Moi, j'avais 4 ou 5 petites copines. Il y avait de ces baiseuses, oh dis donc. Tom Cruise a qu'à bien se tenir. J'ai arrêté de faire des conneries. C'était une jolie fille, c'était Miss Casa. Terre, air, mer. Tu choisis. Je me suis craché en avion. C'était des petites bombes, type Hiroshima. Et t'as été exposé un peu à des radiations, toi? Oh ben sûrement. 40 ans de moins, je l'aurais mis minable, le mec. La seule chose qui me manque, voilà, c'est elle, c'est tout. Ils ont 80, 90, 100 ans. Ce sont tes grands-parents, tes parents. Ils ont aimé, perdu, recommencé, mais on leur demande trop rarement de raconter. Ce qu'ils ont appris sur le bonheur, sur l'amour, sur l'existence. Moi, c'est Nicolas. Je traverse le monde de la Normandie jusqu'en Indonésie pour aller les écouter et partager leur histoire. Bonjour Bernard. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Super, et toi? T'es né quand et où toi Bernard? Alors, je suis né le 2 octobre 1939 Ouais. à Bordeaux. Ah, t'es bordelais. À Bordeaux, T'es un vrai bordelais? oui, de famille bordelaise. Donc, je suis né en 39. Le 2 octobre, mon père a été mobilisé le 2 septembre. Mon père m'a vu la première fois, il a eu une permission pour Noël 39. Donc ton papa, il était au front pendant que ta maman a accouché? Oui, mais à l'époque, ma mère a accouché à la maison, hein. Ouais. Et donc, mon père a été fait prisonnier en mai et il s'est retrouvé au fort de Stenay. Et comme il avait fait son service militaire en Allemagne, à l'époque, en 27, il parlait allemand. Et il était au secrétariat du commandant du camp de prisonniers. Il voyait les papiers, les circulaires qui passaient, et d'un coup, il voit le truc, ils allaient être embarqués en train pour aller dans un stalag en Allemagne. Quand il a vu ça, il a pris 20 Osweis vierges, qui tapaient à la machine, tout ça. Il avait les cachets et tout, imité la signature du commandant, et ils sont sortis avec les honneurs du camp. Ils ont pris le train et ils sont retournés à Bordeaux. Ils se sont évadés comme ça. Donc toi, t'es né à Bordeaux et t'as fait donc un peu plus que tes 10 premières années à Bordeaux. Non, je suis parti de Bordeaux en 47. 47, donc 8 ans. J'avais 8 ans. 8 ans. Je venais d'avoir 8 ans le 2 octobre et on est arrivé à Casablanca le 2 décembre. Ok. Quel souvenir tu gardes de ta jeunesse à Casablanca et au Maroc? Extraordinaire. Première fois donc on est arrivé en 47 à Casablanca. La première fois qu'on est allé en vacances en France, c'est en 49. Okay. Putain, en 49, la France, elle était toujours pas relevée de la guerre, hein. Il y avait presque les tickets, tout ça. Tu avais les gens, ils étaient habillés en noir. Il y avait les vélos, très peu de voitures, tout ça, etc. Nous, à Casa, putain, mais c'était l'Amérique. Il y avait les voitures américaines avec les gros chromes, tout ça. Il y avait à bouffer à profusion, tout était à profusion. La France, c'était minable. C'était minable. Minable de chez minable. Après, on y est retourné en 53. Le 1er octobre, on est au déjeuner avec mon père, ma mère et ma sœur, évidemment, et il me dit, alors, cette rentrée? Je lui dis, je ne suis pas rentré. Il me dit, quoi? Tu n'es pas rentré? Je lui dis, non, je ne suis pas rentré. Je travaille au comptoir français du Maroc. C'était une usine où on avait la laine de mouton et on la transformait jusqu'à faire des uniformes pour l'armée, des trucs comme ça, tu vois. J'avais 16 ans et quelques. Je suis rentré comme adjoint du sous-directeur chargé du planning de l'usine.
Attends, donc t'as quitté l'école sans le dire à ton père? Ouais, Non, papa, j'arrête, ouais. je pars au comptoir. Français du Maroc. Et comment il a réagi? Très mal. Très, très mal. Il voulait quoi pour toi, lui? J'ai commencé à faire des études classiques avec latin-grec. Ok. Il voulait que je fasse médecine. Ok. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, il faut faire des maths pour faire médecine. Bon, bref. Et moi, ce que je voulais faire, moi, c'était commerce. Comme lui, parce que lui, à l'origine, il était comptable, mais il il était directeur de la boîte, tout ça. Et bon, moi, ce que je voulais, moi, c'est trafiquer l'argent, enfin, trafiquer l'argent. Attention, parce Non. que le mafia au début, trafiquer l'argent. Mais bon. Non, Bernard. Mais bon, je venais d'échouer pour la deuxième fois au bac. Ah, mais tu passais ton bac à 16 ans? Non, 17 17. ans. Mais t'avais. Ok. C'était en octobre. À l'époque, il fallait avoir 50 points. C'était autre chose le baccalauréat à l'époque, On non? n'avait même pas 50%. Hein. Ouais. Il fallait avoir 50 points. J'ai eu 48 en juin. Et j'ai eu 48 parce que j'ai pu me représenter donc, en septembre. Hein. Donc la deuxième fois, j'ai dit, je fous le camp, j'en ai marre, ils me font chier, tout ça, etc. Donc je suis parti. Peut-être, je ne sais pas, 3 jours après, ma mère, elle me dit, elle avait 3 dépliants, elle Ouais. me dit, terre, air, mer, tu choisis. Engagement dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine. Et qu'est-ce que t'as dit, toi? J'ai dit marine. J'étais convoqué le 29 juillet 1957, départ à 13h15 de la gare centrale de Casablanca pour Alger. Je me suis présenté à 9h, tout ça, on a fait les papiers, on a déjeuné en vitesse, il y a un camion qui nous a amenés à la gare et on a pris le train. Le soir, vers 11h du soir, on était à Oujda, à la frontière avec l'Algérie, et on repartait le lendemain matin à 6h. Et à 18h, le 30 juillet, j'étais à Alger. On dîne, on se retrouve dans un dortoir, bon, et on nous dit demain matin, levez à 6h, petit déjeuner, et puis on vous amène au Cap Matifou. Cap Matifou. Ah bon? C'était à l'école des fusiliers marins et commandos. Et donc on s'est retrouvés là, du jour au lendemain. La tondeuse, le machin, tout ça. Ah, je te dis pas. Et puis alors les picouzes le samedi. Les picouzes? Oui, ben oui, le TABDT. Typhus, machin, tout ça. C'était quoi votre rôle à ce Ah ben, moment-là? notre rôle, c'était de faire les poireaux et de tirer sur des félagas. Voilà. On était un groupe de 20 engagés. Là. Et après, on passait des tests, tout ça. Et moi, on m'a dit, OK, radio, ça vous va, radio? C'était radio ou détecteur. Détecteur, c'était le radar. Hein. Ouais. Donc, c'était les meilleures spécialités qu'il y avait à l'époque. Hein. Puis alors, nous, on ne voulait pas fusilier marin, ni oh, putain, on voyait comment ils morflaient les autres. Et en 59, on me dit, on a besoin de toi en bas, parce qu'on faisait la surmare, c'est-à-dire que c'était à l'époque de la guerre d'Algérie, et il y avait des bateaux polonais, des bateaux d'Allemagne de l'Est, ou des trucs comme ça, qui faisaient le trafic d'armes pour l'Algérie. Et donc, il fallait des bons radios, parce que les mecs, ils tâtaient du manipulateur. Mais oui, mais moi, j'étais dans l'aviation. Hein. Là, je vais vous montrer un petit truc. Ah ouais, je veux bien. J'ai retrouvé. Ah ouais. Hop là. Oh la classe! Tom Cruise a qu'à bien se tenir. C'était à la base de Nîmes-Garons. Et c'était quoi votre rôle exactement? Moi, j'étais navigateur radariste. Tu étais dans l'armée
Mais tu m'as l'air d'être quelqu'un quand même d'assez électron libre. Comment Mais tu oui, avais mais vécu l'autorité? on m'a appris. Et dans l'armée, hein, il faut savoir naviguer. Hein. C'est le cas de le dire quand tu es marin. Hein. Moi, j'ai toujours dit, si tu fais une connerie, il ne faut pas te faire prendre. Mais si tu te fais prendre, tant pis pour toi. T'assumes. Tu assumes. Hein. Et toi, t'as fait beaucoup de conneries? J'en ai fait quelques-unes. Les fausses spermes, les trucs comme ça, tu vois. Bon, mettre en panne un appareil pour pas que le vol se fasse. Je savais comment mettre le radar en panne, et puis voilà, quoi. On mettait le radar en panne, des petits trucs comme ça. Mais en plus, on mettait en panne, mais c'était rien du tout. Ouais. C'était un fusible à changer ou un machin comme ça. Il y avait des pannes un peu plus faciles, difficiles, c'est qu'on pissait sur le matériel, quoi, pour faire un flash. T'as pissé sur des, Pisser sur sur des circuits électroniques, Ouais. sur des radars. Ouais, pour mettre en peine le radar. Ouais. Pour ça, heureusement, Mais bon. c'était pas le peloton d'exécution. Mais on par avait exemple, bon, j'ai fait d'autres choses. Par exemple, à partir de fin 64, toute l'année 65, j'ai fait des missions au Sahara où on faisait des expérimentations nucléaires souterraines dans le Hogar. Et on mettait au point le matériel de radioprotection dont on allait se servir au Pacifique pour les premiers essais. pour les essais extérieurs. Non, mais au Sahara, ça bombait. Hein. Une montagne en granit énorme qui faisait 12 km sur 8 de largeur, 2200 mètres d'altitude. Et il y avait des mineurs des mines de fer de Lorraine qui étaient là-bas et qui faisaient les galeries. Donc, ils faisaient une galerie. Voilà. Et là, il y avait la chambre d'explosion. Et il y en a eu une des opérations qui s'appelait Beryl. La bombe a raté. Nous, on appelle ça un pérasqueux. Il y en a qui pètent dans leur slip et qui... Un peu foireux, tu veux dire, non? Ouais, mais rasqueux aussi. Ça a soufflé la galerie. La merde est sortie dans le Sahara, quoi, hein, dans le Ténéré. À cette époque-là, il y avait le ministre des Armées, Pierre Mesmer, était là. Et il n'y avait rien pour protéger. Tout le monde était exposé aux radiations? Et aux saloperies, le sable contaminé, tout ça, etc. Toi aussi? Non, moi, j'étais pas là pour celle-là. On allait en hélicoptère au-dessus de la chambre d'explosion. On avait les bouées sonores avec lesquelles on chassait les sous-marins, qui avaient été, au lieu d'avoir un microphone, on avait mis sur la tête un compteur Gégère, tu vois, pour les radiations. Ouais. Et tu as été exposé un peu à des radiations, toi? Oh ben sûrement. Mais bon... Tu clignotes pas non. violet quand tu rentres dans le Nord? Non, mais toi, après chaque explosion, on nous faisait des prises de sang, tout ça. J'ai eu 14 opérations dans ma endormissement et tout. J'ai un bras plus court que l'autre. Là, ici, on m'a enlevé 2 cm d'os quand j'avais 15 ans. Et là, tu vois, je peux pas tourner le bras. L'avant-bras tourne pas? Il est bloqué. Ah ouais. Et C'est bon ça. j'en ai pas parlé. Mais je me suis craché en avion. En septembre 63, on est catapulté du porte-avions Foch. C'est un vol à la con. On fait des approches sur des bateaux, des trucs comme ça. Bon. D'un coup, bon, l'avion, il y a comme une explosion et comme si on rentrait dans un mur, tu vois. Donc, on ne le voit pas, mais sur ce côté-là, c'était un turbopropulseur, donc il y avait une sortie de turbine. Donc, je coupe le radar, on rentre le machin, et moi j'étais dans le noir, on avait des rideaux, j'ouvre les rideaux, il y avait des petits machins, et d'un coup, boum, et je vois une flamme qui sort du truc. En fait, c'était de l'huile enflammée qui sortait de là. Donc, on envoie m'aider, donc SOS, et heureusement, on était à 1000 mètres d'altitude. Normalement, on aurait dû être à 300. Si on avait été à 300, on n'arrivait pas. Hein. Donc, on était à 1000 mètres d'altitude et on perdait de la puissance au fur et à mesure. Bon, tout doucement, l'avion, il descendait. Et le second qui lui dit « Ouais, mais commandant,
il y a le turbo qui risque de leur exploser à la gueule, et alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors toi, tu entends ça dans la radio, tu vois. Et tant bien que mal, on descend, on descend, on descend. Il y avait les deux qui nous escortaient, au cas où on était obligé d'amérir. Et donc, on arrive à passer l'île au Bagot, et là, panne électrique générale. Plus rien, Dans le noir. plus d'électricité, dans le noir. Quand le pilote pense qu'il va arriver à faire la piste, il sort le train. Sauf qu'il n'y avait pas d'électricité, ce qui fait que quand on est arrivé, on a tapé la piste, on est parti dans la pampa. Mais quand tu entends les messages du commandant, tu disais que tu allais mourir ou... Ah ben oui, non, qu'on allait se cracher, amérir. Moi, je m'en foutais. Parce que tu as beaucoup travaillé quand même dans des milieux militaires. Alors, on n'a pas trop parlé de la guerre d'Algérie ou autre, mais tu as dû quand même être confronté à la mort. Mais tu avais peur de la mort? Ah oui. C'était le corps qui était le plus dangereux? C'est très dangereux. Nous, on perdait un avion par semaine hein, dans la marine, là, à ce moment-là. Moi, à mon époque. Là. T'as des copains Des qui crashs, sont morts? ben, pardi, j'ai été à l'enterrement de plein de... Tiens, là. Et comment c'était la drague à ton époque, Bernard? Eh bien, écoute, moi, la drague, j'avais 4 ou 5 petites copines. 4 ou 5 en même temps? En même temps. Que tu faisais tourner? Non, je les voyais tous les jours, 4 ou 5. C'était des bécos, des trucs comme ça. Il n'était pas question de coucher. Hein. Avant de coucher, il fallait se marier. Et donc, Jacqueline, donc, ma première épouse, était la secrétaire du commandant du service terre, électronique et radio. Donc, moi j'étais un petit con, là. J'ai dit, oh là là, elle va y passer. Ok. Non, mais attends, bouge pas. Jacqueline, j'étais cocu, je pouvais pas, tellement j'avais des cornes, je pouvais pas passer la porte. Hein. Ok. Moi, je me suis retrouvé, j'étais à Lorient, à la base de l'Anbiway. Elle était à Toulon. J'avais Catherine, donc, qui était née au mois de juin. J'avais aucune nouvelle, rien du tout. J'avais le capitaine de compagnie. J'avais demandé un entretien. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit « Oh, ben, t'inquiète pas, dans la marine, tu sais, il n'y a pas de problème. Capitaine, moi, j'ai aucune nouvelle, j'ai un bébé, tout ça. » Oh, il me dit « T'inquiète pas. » Un dimanche, j'étais tout seul. Je vais déjeuner au grill. Donc, je rentre et il y avait ma future épouse qui était là. Pourquoi? Parce que elle habitait Menton à l'époque et elle était mariée avec un géomètre. Ouais. Il était géomètre expert à Menton. Ce salopard, de temps en temps, envoyait sa femme chez sa mère et lui, il allait faire la bringue. Ma future belle-mère me dit bon Bernard, parce qu'on se tutoyait déjà, ça faisait longtemps que j'y allais. Tu étais un habitué, mais tu n'avais jamais rencontré la fille, c'est ça? Non. Super. Il y avait donc Elisabeth, ma future belle-mère. Il y avait une amie à elle qui l'aidait aussi, c'était Marie. Et il y avait Monique. Donc on se retrouve à 5 à Sablé-le-Champagne. Il était 4 heures de l'après-midi. Le chef était parti, tout ça. Il y avait le chef, mon futur beau-père. Alors après, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? À Toulon, il y avait au Mourillon, donc en bord de mer, il y avait une boîte qui s'appelait Batman et qui faisait également le dimanche dansant l'après-midi. Je dis, je vous invite chez Batman, ça vous dérange pas? Ah oui, oh, c'est chouette, tout ça, etc. On rentre chez Batman, je connaissais un peu un des maîtres d'hôtel. Et je lui dis, tu me sors une belle table, bien, ok, une belle table. Et là, à ce moment-là, tu avais déjà une idée derrière la tête ou pas? Ah, c'est sûr que y a un slow qui démarre, j'invite donc Monique à danser le slow, voilà. Et voilà comment c'est parti. Ok, et là, à ce moment-là, du coup, vous étiez encore tous les deux mariés? Oui, oui. Et comment ça s'est passé cette histoire alors? Très bien.
Ça vous a permis de vous rapprocher, peut-être? Ah, ben, Dans mais l'idée. beaucoup. Très Pour moi, rapprochés. les deux étaient Très, coupables. très rapprochée. Elle a beaucoup plu à ma mère, elle a beaucoup plu à ma grand-mère, à ma marraine, tout ça. On a Ok. passé le jour de l'an à Paris. On avait passé ça au Halles. Ah oui, Et les Halles, ça a voilà. changé un peu Et maintenant. après, bon, on est revenu. Et elle a dit, bon, ben moi je divorce. Ok, ben je lui dis, il n'y a pas de problème. Je lui dis, rendez-vous le 12 à 16 h chez Ricciardi. Le 12 décembre, je suis rentré en grande tenue chez Ricciardi, mais elle ne voulait pas se remarier. Ok. Elle ne voulait pas se remarier. Moi, je n'étais pas très allant non plus. Et finalement, on a acheté un appartement à Toulon. Et entre-temps, le commandant de la flottille me dit, Ben, il y a Schmitt, qui était le futur commandant de la flottille, qui aimerait bien que tu restes. Je lui dis, oui, rester, oui, mais on repart au Pacifique. Donc on repartait refaire une campagne au Pacifique en 68. Et il me dit, bon, bah, tu réfléchis et puis tu me donnes la réponse assez rapidement. Bon, ok. Donc je rentre avec Monique et je lui dis, voilà ce qui m'arrive. Elle me dit, ah ouais, bon, mais ok, mais moi je veux y aller aussi. Non. Ouais. C'était combien de temps là qu'il t'a envoyé? Eh ben, elle est restée 7 mois là-bas. Ah, Elle y attends. est allée elle-même. Moi, j'étais sur le porte-avions, moi. Ok. Ah, c'est génial. Nous, on a mis 2 mois pour aller là-bas. Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens, sans le savoir forcément, dans ton passé, où tu as senti que tu étais pleinement heureux? Ah oui. C'était un dimanche du mois de mai 65, quand j'ai vu Monique, quand je suis rentré dans le restaurant. Ça a été un... J'ai eu un... C'était une bombe atomique, j'ai eu un flash. Ah ouais. J'ai eu un flash, j'ai dit, putain, c'est la femme de ma vie. T'as eu le coup de foudre alors. J'ai eu le coup de foudre. C'est la femme de ma vie. Et elle m'a abandonné il y a 2 ans. Avec tous ces péripéties, cette vie de dingue que tu as eue entre Bordeaux, Casa, Alger, Les les porte-avions. atolls, les J'ai porte-avions, fait 2 tours du monde. le tour du monde. Là maintenant, tu as 87? Non, le 2 octobre. Pardon, je te Ne virais me surtout viez pas trop. À 86 ans, qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui la paix et le calme? Ben, j'ai pas tellement la paix parce qu'on a des gros problèmes sur la copropriété. D'accord. C'est pas tellement l'argent. Non? Pour moi, c'est et pour tous les amis là, c'est moral. C'est très moral. C'est des gens qui s'attaquent à des vieillards. Pourquoi vous êtes mêlé à ça? Ben, moi, je suis sur place. Parce que c'est en tant que Eh copropriétaire, ben c'est oui, ça? ben oui. Et ça te Et pèse puis je ne vraiment? veux pas laisser tomber les centenaires. On a 2 centenaires, des 98, des 99, des 95. Hein. Abuser de personnes âgées, ça fait pas bonne presse et en général, Eh moi oui, je trouve ça mais c'est dégueulasse, je sais pas ce mais que c'est c'est. scandaleux. C'est Bah alors- scandaleux. Remarque, dans un sens, ça me permet d'être actif. Ok. Ça me permet d'être actif. Voilà, avec Mireille, hein, on est les deux vraiment à mener le combat, parce que le problème qu'il y a, c'est que la plupart de ces pauvres vieilles, c'est le cas de le dire, elles y comprennent rien. Et c'est quoi le griffe entre les deux parties? Vous les C'est qu'ils attaquez- veulent nous foutre à la porte. Point. Tu peux- Et quand il n'y aura plus rien, plus de service, plus d'ascenseur, plus rien, qu'est-ce qu'on va faire? Le pouvoir qu'ils ont, c'est qu'ils ont 54 appartements. OK? Ils ont la majorité. Mais c'est un abus de majorité. Et j'espère qu'on va les squeezer. Tu t'attaques à des vieillards? Non, mais... Mais Et donc moi, ça, pour- j'aurais 40 ans de moins, je l'aurais mis minable, le mec. Mais quand je dis minable, c'est pas en parole. Hein. Ouais, je comprends.
Selon toi, Bernard, j'espère que tu vas pas me dire c'est tromper sans se faire attraper, mais le secret d'un couple qui dure. Mais le secret d'un couple qui dure, c'est la concession. Ouais. C'est tout. Si tu veux pas avoir d'emmerdement, il faut pas chercher les histoires. Moi, entre guillemets, les derniers sous qui me restent, par exemple, ma petite fille là, avec qui je vais faire la croisière, bon, elle me dit, papy, j'ai enfin mon appartement. Mais elle n'a pas la cuillère pour mettre dedans. Les meubles. Papy, Elle a rien. Faut qu'on aille chez Ikea. Elle a rien. Elle a rien. Ben, je lui dis, Eva, je te meuble. Elle me dit, ah bon, papy? Je lui dis, oui. Du sol au plafond, de la cuisine à la salle de bain, la salle de tout. Je te meuble, télévision, tout ça, etc. Je lui dis, et tu choisis, tu prends ce que tu veux. Mais tu m'assassines pas quand même. Et ça vous rend heureux aujourd'hui? Ah ben bien sûr. Comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Quelqu'un de très cool, parce que je suis très cool. Et je suis sympathique, j'aime rendre service, voilà. J'aime mes enfants, mes petits-enfants. Mais par contre, j'ai un défaut là, c'est que je suis, si on me chie dans les bottes, je suis rancunier. Ah là là, ben écoute... Bernard, on a passé une bonne après-midi tous les deux. Oui, Hein? super. C'était Je te super. laisse, on est là, viens là, viens mon petit Bernard. Je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Comment tu aurais envie de finir cette interview? On a passé 3h30 extraordinaires. Nicolas, c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir, hein, et j'espère qu'il va réussir dans son projet et qu'on continuera toujours à avoir d'excellentes relations, tous les deux. Hein. J'en suis Voilà. certain. Voilà, Et voilà. allez voir vos grands-parents, Ah, tant que vous pouvez. voilà. Hein? Ah, ben ça c'est sûr. Moi, c'est le mot de la fin que Ça j'ai à c'est dire. sûr. Allez voir vos grands-parents. C'est sûr. C'est sûr. Merci Bernard, c'était trop cool.